Dans un vrai avion, mais pas celui qui vole. L'Europe a perdu un petit peu de son Eldorado et puis l'Afrique a pris une place très importante. Maintenant, tu rentres en jet. J'ai voulu arrêter. Et t'as pas le 06 de Brad Pitt? Mais la plus belle année de ma vie, en fait, ce sentiment de liberté et de voir aussi que tout est possible. Bonjour et bienvenue au The Leaders Lab. C'est le podcast où on parle en toute intimité avec les leaders d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on accueille Emma. Hello Emma. Bonjour. Bienvenue au The Leaders Lab. En fait, on est plutôt chez toi. Donc c'est toi qui dois dire bienvenue. Bienvenue à vous chez JetLab. Merci. Alors, on va démarrer par une petite histoire. On s'est rencontrés au C'est qui la boss il y a 2 ans, 3 ans. À peu près. T'étais pas sur scène et ça m'avait très très étonnée. Donc on avait parlé un peu au backstage. Je te voyais déjà sur scène, alors peut-être que c'est depuis tu y es. Mais totalement impressionnée par ce que tu fais. Et déjà il y a 2 ans, on s'est dit il faut qu'on fasse une interview, un podcast dans ton avion. Nous et celui-là, c'est ton avion. Exactement. Les rêves, ils se réalisent grâce à nous. On a bien bossé. Ouais. Est-ce que veux-tu t'expliquer qui tu es et Bien aussi sûr. surtout où on est? Ouais, totalement, merci beaucoup. Bienvenue à vous parce que vous êtes chez moi, effectivement. En tout cas, dans un de mes avions qui s'appelle JetLab by Accessair. C'est une réplique de jet privé qui a maintenant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et qui a été construit entièrement en bois pour pouvoir pallier à une demande constante et croissante d'il y a quelques années, répondre à un univers lié au jet privé, mais dans lequel on n'a pas forcément besoin d'avoir accès aux avions en tant que tels. Pour pouvoir justement accueillir des shootings photos, des clips vidéo, des tournages de films et des podcasts, puisqu'on en fait de plus en plus. Et je suis ravie que vous soyez là avec moi aujourd'hui. C'est trop bien. Et en fait, donc on n'est pas dans un vrai avion, mais on est dans un vrai avion, mais pas celui qui vole. Exactement. C'est une réplique qui a été parfaitement faite sur la base d'avions privés. On peut voir que les fauteuils derrière moi ou derrière toi sont vraiment designés de la manière des constructeurs d'avions privés. Également pour les fenêtres, c'est un autre constructeur. Mais on a essayé de pallier et de faire l'envergure d'un avion qui représente à taille humaine en fait un avion privé. Ah oui. Donc c'est quand toi et moi, un moment, on arrive à un niveau différent, ou à minimum moi, comme ça, voilà, on invitera tout le monde à faire la fête dans notre vrai jet. Et avec plaisir. Mais on parlera aussi de ce que c'est d'avoir une entreprise de jet. Mais avant ça, qui est Emma? Dis-nous un peu plus. Emma, je suis Emma Berkowitz, j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants et aujourd'hui je partage ma vie entre la France et Marrakech, le Maroc, puisque j'ai posé mes bagages là-bas il y a 6 mois avec la volonté de parcourir et de développer l'Afrique, ce qui me permet de jongler un peu avec cette envie de parcourir le monde et de travailler à l'international. Et ça aussi, alors c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça, je t'ai dit, tu devrais être sur toutes les scènes à parler de toi parce que tout ce que tu as dit il y a 2 ans, ça s'est réalisé. On en a parlé, tu as dit je me pose la question de bouger toute la famille, tu as quand même bougé toute la famille là-bas. Comment tu y arrives ? Je pense que c'est prendre des risques, saisir des opportunités. Ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de l'aviation d'affaires, 8 ans que j'ai ma société qui s'appelle Accessair et qui est d'abord dédiée à accompagner les clients sur un besoin de voyager en avion privé pour plusieurs raisons, pour pallier au fait qu'il y a peu de lignes commerciales, dont les horaires ne conviennent pas, ou simplement parce que ce sont des célébrités qui ne peuvent pas prendre des avions classiques pour risque d'émeute dans les aéroports. Mais ce métier-là, qui est un métier de passion que je fais et qui est un métier de passion et de 24 heures sur 24 dédié justement à améliorer leurs conditions et en tout cas à assister nos clients, en réalité on peut le faire n'importe où quand on est bien staffé, quand on a une bonne stratégie, quand les choses fonctionnent. J'ai simplement décidé aussi de bouger parce que
j'avais besoin d'une meilleure qualité de vie, j'avais besoin de me ressourcer et de reprendre un petit peu mon rôle de maman, hein, cette fameux équilibre entre le côté perso, le côté pro, où on a beaucoup d'attentes de la part de la famille, de la part de nos collaborateurs. On est une femme dans ce milieu et dans tous les milieux un petit peu masculins, on a besoin de montrer, des fois on a besoin de se ressourcer. Et puis surtout, aujourd'hui, on sait que l'Europe a perdu un petit peu de son Eldorado et puis l'Afrique a pris une place très importante dans le business. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a monté une structure et une société au Maroc dans le but de pouvoir développer justement notre activité dans l'Afrique, sur l'Afrique. Et donc, en fait, du coup, tu as fait un choix qui finalement convient et pro et perso. Exactement, totalement. Ou alors, on peut aussi dire que tu as créé aussi une opportunité pro, aussi en se basant sur ce que tu avais... Comme quoi, on peut tout créer aujourd'hui. Ouais. Et tu as créé aussi ton propre environnement il y a 20 ans. Je me rappelle, on avait parlé de Club Med. Ouais. Tu veux nous raconter l'histoire d'où tout a commencé, cette envie d'être dans le service? J'ai fait mon parcours est assez simple. J'ai fait de la vente après un BTS tertiaire, à l'époque c'était STT d'ailleurs, un BTS force de vente puis une école de commerce. J'ai fait un stage de fin d'études aux États-Unis et quand je suis rentrée des États-Unis, on m'avait proposé un CDI où je suis restée 1 an à la COFAS, donc c'était très intéressant parce que c'était du risque politique, mais j'étais souscripteur d'assurance qui était très très carré, cartésien et voilà, pas beaucoup d'exotisme, donc j'ai tout plaqué, je suis partie travailler au Club Med à Marrakech. Ah, mais donc en fait, il y a une histoire avec Maroc et Marrakech. A priori. Le fait est que j'ai rencontré mon mari la veille de partir. Et du coup, au lieu de profiter pleinement de l'expérience, voilà. Tu faisais des allers-retours. Ouais, c'est plutôt lui qui faisait des allers-retours, mais... ça n'a pas changé, en fait. Ouais. 20 ans après. La boucle est bouclée. Bravo, hein. Mais c'est exactement ça. Donc, l'expérience m'a plu sur le fait qu'on était dédié aux clients, on appelle GM, au Club Med, et qu'on devait être au service du client vraiment tout le temps, et aux petits soins. Et là-bas, je gérais déjà les VIP et les gens qui venaient en séminaire et en entreprise. De surcroît, je suis revenue à Paris parce que mon mari était ici et que voilà, c'était le début d'une belle histoire d'amour. Et après 2-3 mois à rien faire, j'ai été chassée par un chasseur de tête qui m'a proposé de rentrer dans ce milieu, un univers qui est complètement inconnu du grand public, mais qui avait une multitude d'opportunités, de passions et beaucoup de similitudes avec ce que j'avais fait auparavant, et qui alliait surtout l'univers des voyages, l'univers du service. C'est ce qui m'a beaucoup plu quand je suis rentrée dans ce milieu-là. Et puis j'ai gravi les échelons. J'étais d'abord commerciale dans une compagnie aérienne de jet privé. Puis ensuite, j'ai monté une société de courtage en aviation d'affaires en tant que salarié. Puis quelques années après, et 2 enfants plus tard, j'ai monté ma structure et ma société où j'ai continué. J'ai juste saisi les opportunités qui m'ont permis de gravir les échelons et d'avancer. Juste. Facile. Ouais, j'ai juste saisi des opportunités. Non, c'est pas... Ça semble très simple comment tu le dis, mais oui, parce qu'on a tendance à voir souvent le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et c'est vrai que moi, je crois aux opportunités. C'est-à-dire que je suis pas née entrepreneur, j'ai pas une famille d'entrepreneurs autour de moi, donc je teste. Il y a des fois où, on fait 3 pas en arrière, 2 pas en avant, mais l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, de garder le cap et de dire, ok, l'objectif final, c'est celui-ci. Et puis petit à petit, on avance et on y arrive. Et tu y arrives. Et c'est super. Ouais. Du coup, tu as choisi un chemin qui n'est pas facile, non, quand même si dans la façon comment tu le décris, ça semble plus simple. Toujours est-il que chef d'entreprise, dans un monde de base assez masculin, dans un monde qui n'est pas facile, des jets privés, de ce monde de l'aviation, en plus maman de 2 garçons, épouse, etc. Donc il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles. Alors avant de te demander quel était ton meilleur moment pas facile, la question c'est plutôt comment tu fais pour te ressourcer. Parce qu'à un moment, tu as envie d'abandonner. Ouais. Et t'as pas abandonné.
Bah, j'ai envie d'abandonner tous les jours, comme j'ai envie de me battre tous les jours. Non, c'est tout ça le paradoxe de l'entrepreneuriat finalement. C'est ces up and down qui font que bah, on est obligé de passer sur des downs pour pouvoir se ressourcer et inversement se donner l'objectif et la force de revenir. Et puis en même temps, bah ouais, on craque. Il y a pas mal de finalement, quand on est c'est plutôt l'entrepreneuriat d'une manière générale. Dans un milieu où on est H24, où les clients nous attendent, où il y a beaucoup de concurrence, où il y a des collaborateurs, où on est dans un système où effectivement bah, les gens n'aiment pas voir la réussite en France. Oui, on aussi. est obligé de se battre avec ça finalement. Moi je pars du principe que j'ai pas réussi, c'est un bout de chemin et je dis tout le temps à mes collaborateurs que Accessaire, JetLab, l'affrètement, la conciergerie qu'on développe, c'est vous, c'est même pas moi parce que moi toute seule j'aurais jamais réussi. Mais c'est plutôt remettre l'humain vraiment au centre de l'entreprise, de la collaboration. Donc c'est vraiment cette espèce de management collaboratif. Et puis bah ouais, ça arrive à tout le monde craquer, mais j'ai fait le choix aussi de partir à Marrakech pour me ressourcer. Je pense que ça c'était important pour moi, ou en tout cas pour avoir la balance entre le côté pro et le côté perso. Bon, il s'avère que 6 mois après, j'ai monté une structure à Marrakech, que j'ai des collaborateurs à Marrakech et que du coup, effectivement, on a les mêmes contraintes et les mêmes attentes et objectifs. Mais tout est une question de balance, je crois. Et puis la météo là-bas aide à peut-être prendre un peu plus de recul ou... Ouais, la météo, la maison, il n'y a pas les 1h45 pour rentrer à la maison avec le trafic parisien. Maintenant, tu rentres en jet. Ah, même pas, mais... D'ailleurs, on en avait parlé, je t'ai demandé si tu y allais en jet, t'as dit maintenant je prends, c'est quoi la ligne commerciale. Voilà, ouais, bien sûr, et puis l'économie, hein, en réalité, on est des gens lambda. mais c'est vrai que c'est plutôt allié, en fait, les deux. C'est plutôt ça qui est ressourçant que... Voilà. Et puis, c'est une bouffée d'air au niveau international le mindset international il est intéressant parce qu'il permet de sortir de ce qu'on connaît ici avec tout ce qu'on connaît des contraintes, des charges françaises, des taxes, etc. qui peuvent très vite miner le moral des entrepreneurs. Et qui te limite parfois aussi. Et qui te limite, bien évidemment. En une journée, tu vas passer 90% de ton temps à gérer de l'administratif, des justificatifs, toute une série de choses qui est de l'administratif française, liées aux taxes, aux impôts, liées à tout ce qu'on connaît. Pas besoin de et qui n'est pas forcément la partie passion de ton métier. Totalement. Alors, et moi, je suis ravie de constater qu'enfin tu parles un peu plus. Et ça c'est cool, mais j'imagine que c'était pas facile. T'as eu des reproches, t'as eu des... Est-ce que c'est déjà est-ce que tu te dis comment je vais être jugée, est-ce que je vais être jugée? Je pense que t'as déjà été jugée. Pas forcément positivement. Comment tu vis tout ça? On va dire que j'apprends à vivre avec. Lors de ma première expérience en aviation d'affaires, justement dans une compagnie aérienne, un des dirigeants, lors d'un entretien, m'avait dit « Qu'est-ce que c'est pour toi d'être manager ?» Donc j'avais dit « Ok, encadrer une équipe, monter des objectifs, tenir des objectifs. » Il m'avait dit « Pour moi, un manager, c'est aussi apprendre à ne pas être aimé. » C'est exactement ça, finalement. On ne peut pas être aimé de tout le monde. On peut faire du mieux qu'on peut. Et puis surtout, on peut vivre une aventure humaine qui fait que on a des collaborateurs qui suivent, on a des clients. On me dit souvent que les clients nous ressemblent parce que voilà, on essaye de véhiculer en fait une attention, un mindset particulier. Voilà, ça fait partie un petit peu de notre activité et de ce service, en tout cas de cet aspect 360, de cet overview 360 qu'on peut mettre à disposition de nos clients. Donc tu prends du recul, t'avances. Exactement. Et puis le soir, tu regardes un film avec les garçons. Ouais. Et toi ou alors tu vas au foot, je sais pas. Mais comme tes garçons, ils aiment exactement, je crois que j'ai passé quasiment, ils ont 11 et 13 ans, donc c'est plutôt des ados, donc veiller et faire attention aux écrans, leur donner le goût à l'effort, le goût du travail. J'ai déjà un enfant qui me dit, là, je vais acheter des maillots ici, puis je vais les revendre en France. Enfin, il est déjà un peu orienté business, voilà. Mais, tu montres l'exemple. Mais c'est donner le meilleur exemple, c'est exactement ça. En tout cas, c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir allier, en tout cas, moi, l'éducation de mes enfants, pour moi, est importante aujourd'hui. Bon, alors, tu nous as dit que tu donneras pas de nom, mais qui sont tes clients jet-setters dans la mesure du possible de ce que tu peux dire? Alors,
Finalement, on a 3 activités distinctes. Donc, on a l'affrètement, qui est vraiment notre activité spécifique et notre expertise. Sur l'affrètement, on a plusieurs types d'affrètement. Donc, nous, on est spécialisé dans les jets. C'est vraiment les petits avions jusqu'à 14-19 places. On fait aussi des affrètements plus importants sur des avions commerciaux, du cargo, des choses comme ça. Sur nos clients de jet, c'est effectivement l'élite, les clients connus, des sportifs de haut niveau, des artistes. Des chefs d'entreprise, mais finalement tout le monde s'en fout un peu. Ce qu'ils veulent, c'est savoir qui est la star derrière dans nos avions. Donc effectivement, on est dans toute confidentialité, on peut pas dévoiler, mais voilà, on évolue en fait, on fait évoluer cette clientèle-là. On a aussi des familles royales du Moyen-Orient, en Afrique, des chefs d'État. Notre mission de toute façon, quel qu'il soit, ou que soit le client, hein, on est voué à rester professionnel, à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, avec les contraintes ou les spécificités qu'il peut y avoir en fonction du type client. Et tu dois voir assez souvent, du coup, de ce que je comprends de ce que tu dis, tu dois avoir pas mal de... comment t'appelles ça, des sécurités autour à gérer, non? Et c'est pas géré par vous, ça? Quelle est la partie que vous gérez? Alors justement, sur la partie affrètement, plus la personne est une célébrité, un chef d'État, et plus il a un service renforcé autour de lui, forcément. Derrière, ce qui nous a permis justement de développer un service à partir de nos clients affrètement, donc nos clients jet privés, on leur a proposé de les accompagner à 360, et donc grâce au professionnalisme de mes équipes, on a pu les accompagner sur tous leurs besoins, que ce soit de la sécurité, de l'aviation commerciale quand ils peuvent pas prendre de jet ou quand ils n'en peuvent pas, les déplacements pour les vacances, les hôtels, villas, chalets, toutes les activités qu'il y a à faire, soit en vacances, soit s'ils ont un déplacement prévu dans le cadre de leur professionnel, de leur travail. Voilà, on a cette capacité aujourd'hui, cette possibilité de proposer un service à 360 et de les aider dans les voyages et des déplacements. Donc en fait, ton équipe, elle est vraiment aux petits soins, mais soins très pro, très organisés, mais dans tous les domaines. Dans le domaine essentiellement du voyage ou de la logistique, pour ne pas dire tout ce qui est conciergerie privée, villa, yacht, etc. On n'a pas que des clients fancy sur du VIP, oui, c'est la majorité de nos clients, mais au quotidien, c'est vraiment les assister sur tout ce dont ils ont besoin quand ils se déplacent. Je vais essayer. C'est bien, c'est une expérience. C'est une expérience, et puis vous avez des gens pour gérer vos agendas, parce que chaque que ce soit une personnalité, un chanteur, un chef d'entreprise, il a un agenda qui est hyper busy, puis il n'a pas envie de se prendre la tête avec aller réserver une ligne commerciale, un billet SNCF, tout ça c'est devenu, même si en ligne c'est très facile, mais ça devient parfois compliqué, et on passe beaucoup de temps à gérer ces petites tâches qui sont plus ou moins non fancy pour qui prennent du temps. Oui, ils n'ont pas énormément de valeur là-dessus, alors qu'il y a des gens qui sont pros. Okay. Exactement. Et du coup, donc, on a même l'odeur du cuir, c'est incroyable, j'adore. Et donc, j'ai vu un peu sur votre Insta, sur vos réseaux sociaux, je vais dire ça comme ça, vous faites des trucs spéciaux, des fêtes, des Happy Valentine's Day, tout ça. Mais tout ça plutôt dans les vrais avions. Et là-dedans, vous faites quoi exactement? Alors justement, c'est une très belle transition. Tout ce qu'on met aujourd'hui pour nos clients, notre petite touche et ce qu'on a mis en place, et c'est comme ça qu'on s'est aussi différencié des concurrents, c'est la personnalisation. Donc on fait vivre à nos clients, peu importe la raison pour laquelle il va utiliser un jet, il va se déplacer dans une voiture ou dans un piano avec chauffeur, c'est l'expérience à bord. On va créer la petite personnalisation pour mettre la petite touche en plus qui fait qu'il va se sentir à l'aise. Le meilleur macaron, le parfum qu'il aime, la meilleure boisson, le petit cadeau pour l'enfant. Et c'est ce qui a donné un petit peu notre touche, et je le dis souvent en interview, ou en tout cas quand je me définis, c'est que quand on a créé la société en 2017, on a eu tout de suite des sportifs de haut niveau, et ils se sentaient pas forcément légitimes de prendre le jet avec du champagne et du foie gras. Ils préféraient avoir kebab, pizza et soda, et en fait c'est ce qu'on a mis en place, et bizarrement ça a légitimé le fait qu'ils pouvaient aussi accéder à un jet privé sans forcément se sentir illégitime, parce que c'était aussi pour eux.
Et voilà, c'est aussi comme ça notre success story qui a fait que cette expérience de vol avec la personnalisation face et vis-à-vis du client et du passager a fait en sorte que ça a pris. Alors c'est incroyable ce que tu dis, parce que ce que tu as décrit, c'est un peu c'est au-delà de légitimisation, c'est plus le syndrome de l'imposteur. Exactement. Alors que ce sont des gens qui se sont battus pour arriver là où ils sont. Exactement. Ce sont des hommes, évidemment, on va ouais. dire qu'ils peuvent tous le faire, ils sont faciles pour eux, etc. Mais tu dis que c'est pas... il y a quand même un doute, et donc ça les met à l'aise. C'est exactement ça. Et toi alors, donc je reviens vers toi, le syndrome de l'imposteur, même après 20 ans, tu le sens ou tu as réussi à gérer ou ça n'a jamais existé? Alors pour moi, je pense que c'est pas un sujet. Pourquoi ? Parce que je sais rester à ma place. En fait, je dis souvent, malgré le fait qu'on ait 3 sociétés, 3 activités bien distinctes, qu'on fait aujourd'hui des millions, qu'on a beaucoup de collaborateurs, qu'on soit perçu effectivement dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc., comme une société où on accompagne les stars, les sportifs, etc., j'ai tendance à dire qu'on est une agence de réservation. Et c'est aussi mon humilité qui fait que, par rapport à mon background, qui fait que, voilà, on est à ce niveau-là. Les clients qui nous font confiance nous permettent de vivre, nous permettent de créer une belle histoire avec Accessair, avec JetLab. Mais c'est surtout, au fait, cette limite et cette distance qui permet d'avancer comme on avance aujourd'hui. Je pense que tu es un exemple. Je rajoute un autre point. Pourquoi tu es un exemple? C'est l'humilité. Franchement. Mais continue à en parler quand même. Pas de l'humilité, mais de ce que tu fais. Non, ouais, mais c'est super important. Souvent, mes enfants me disent « Ah, tu peux me donner un t-shirt? Tu peux me demander un t-shirt pour lui? Tu peux, machin, etc. » Bah non, en fait. C'est un client et je lui demanderai pas « Mais tu peux avoir des places pour le match? » J'allais dire, t'as pas de place pour le match? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, je veux garder cette distance-là parce que je veux pas donner aussi... on côtoie des gens qui sont sursollicités, qui ont souvent l'impression de se faire arnaquer parce qu'ils ont beaucoup d'argent, et je veux pas, déjà, notre travail est relativement dur, mais je veux pas avoir ce sentiment qu'on nous place à ce même niveau. Et t'as pas le 06 de Brad Pitt? Non, d'accord. J'en ai d'autres, même si tu l'as, même si tu l'as, je l'aurais pas. Cela dit, c'est ton téléphone, il faut le... Voilà, bon bref. Le sécuriser. Faut un bodyguard pour mon téléphone. Faut un bodyguard pour mon téléphone. Écoute, quand on s'est vu, encore une fois, on s'est dit, moi je t'ai dit, je rêve de faire mes podcasts chez toi. Donc on fait toute une saison. Donc là, on fait appel aux sponsors qui veut nous aider à faire ça. Mais toujours est-il que ta réaction première, il y a 2 ans, était de me dire, attention, il y a un jet bashing. Et on le sait, ça l'est toujours le cas. Ça a un peu moins, entre guillemets, aujourd'hui, on entend moins. Mais ça existait et c'était très dur il y a 2 ans. Comment vous avez vécu cette période? Parce que tu te posais beaucoup de questions à l'époque. Sur la partie affrètement, ça nous a pas trop touché. On est post-Covid, il y a eu un engouement pour les jets, il y a eu une démocratisation des petits jets sur des tarifs à l'heure. Je veux dire, c'est international. On a ce mindset international et pas que franco-français, effectivement, sinon on n'aurait pas pu survivre à ça. Sur la partie JetLab, donc ici l'outil dans lequel on est aujourd'hui, on l'a ressenti. Une de mes premières cibles, donc JetLab, c'est fait pour des productions, pour des tournages de films, de séries, de clips vidéo, de shooting photo, de podcasts, d'événementiels. Ça se déplace. Module par module, ça fait 6 modules, donc on peut les déplacer. Mon intention première, mon objectif premier, c'était de dire ok, on va contacter toutes les marques de luxe, on va leur proposer un module et en même temps on va le mettre dans 6 centres commerciaux un petit peu luxe pour pouvoir faire de l'activation de marque avec ces luxury brands. Et finalement, on s'est vite rendu compte que l'image lui-même du jet privé était un frein pour les marques de luxe pour mettre en avant leurs produits dans l'outil. Alors qu'on avait fait tout un business plan pour dire ok, on va vers une agence de communication, on leur propose le lieu unique qu'on peut dupliquer avec un photobooth, enfin en tout cas qu'on peut proposer directement avec un photobooth pour mettre en lumière, pour activer leur marque. On s'est fait bâcher de tous les côtés. Vraiment. Mais ça, c'est pas lié au Covid. Alors ça, c'est pas lié au Covid, non, c'est vraiment c'est juste tombé au même... C'est juste tombé au même moment, mais je parle de JetLab et de l'image du jet privé.
sur cette partie justement un peu événementielle, etc. Sur la partie affrètement, effectivement, on a des grosses sociétés du CAC 40, ils vont nous dire qu'ils vont pas utiliser de jet parce que ça ne va pas avec leur programme et leur politique RSE. C'est la réalité. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on vise à l'international parce que c'est vraiment franco-français et un petit peu d'européen, forcément, surtout en Europe du Nord, où il y a vraiment cette discussion. Mais quand on voit que sur le sommet de Davos, la plupart viennent en jet alors qu'ils parlent du climat, voilà. Il faut respecter la politique du pays, de l'Europe, du monde, mais en même temps, on sait que ça existe et il y a un besoin derrière. Et donc, si on prend le JetLab, écoute, en toute transparence, tu l'as rentabilisé ou justement du fait qu'il y a eu ce jet bashing, c'est compliqué? On arrive à l'équilibre là après 2 ans d'exploitation. C'est pas encore rentabilisé à 100%, mais c'est normal, on est dans des bureaux ici à l'aéroport qui nous coûtent cher, on a du staff, on paye des charges et patronales, sociales, etc. sur le staff. Bon, mais il y a un projet, il y a des projets aussi à l'international sur la partie JetLab. Enfin, je suis sollicitée pour beaucoup de choses. On m'a demandé de le vendre 2-3 fois. Bon, pour l'instant, j'y crois encore. Et puis surtout, c'est une fierté parce que quand on voit les séries, les clips, les films et certains shootings photos, ça rend bien. Et puis, il n'y a personne qui le fait ici. Du coup, je vais te poser la question un peu différemment, donc la même sur JetLab, mais... Tu lances un projet, tu as fait des business plans, etc. C'est le monde de l'entrepreneur, ça va pas comme tu l'aurais voulu. On peut faire tous les analyses, mais tout ne passe pas toujours comme on le veut. Néanmoins, c'est pas un flop. Néanmoins, tu as quand même un moment de doute, mais t'as pas arrêté. J'ai voulu arrêter. Bien sûr. Mais on passe par là, c'est obligatoire. Y a des moments de doute et puis malgré tout, on a traversé des tempêtes. On a eu beaucoup de tempêtes ici. Des procès, des prud'hommes, des soucis avec des clients, des paiements. Il y a toute une série en fait de contraintes, mais c'est ce que vit un entrepreneur lambda, j'ai envie de dire. Des problèmes de trésorerie, des mauvais choix, des dépenses qui ne sont pas justifiées sur certains projets qui ne voient pas le jour. Enfin, tout ça, on l'a vécu. On m'a proposé d'acheter Accessair plusieurs fois et puis derrière ou de rejoindre des compagnies qui font la même chose que moi pour pour grossir avec une croissance externe et puis quelque part c'est un bébé et un bébé comme dans une éducation finalement tout n'est pas tout rose. On dit qu'on fait des enfants pour après les laisser partir. Ils vont pas rester chez nous tout le temps, mais c'est un pas en arrière, 2 pas en avant. C'est s'entourer des bonnes personnes, c'est revenir sur des choix. Et puis la plus belle des récompenses, c'est que notre chiffre d'affaires a pris 30% l'année dernière. Ça, c'est plutôt une belle récompense, surtout quand on vient de passer 2 ans un petit peu au niveau d'une tempête assez difficile. Il faut retravailler certains aspects du bilan, le résultat, parce que on est en France, il y a des charges forcément, mais c'est une belle aventure. Et surtout, c'est une aventure qui est collaborative, dans laquelle en fait tous les collaborateurs ici, chez Accessair et sur les 3 activités, ont un point de vue et peuvent s'épanouir. Et moi, j'y crois encore. Donc tu le gardes. Donc je le garde. Et tu le fais bien. Ouais, le fait bien, je sais pas, mais voilà. Et après, c'est une question d'argent. Tout est une question de prix. Voilà, imaginons. Bon, on verra. Écoute, last question. Tu joues au loto, toi? Non. Moi, je joue au loto toute la semaine. C'est vrai? Ouais. Et je me dis, un jour, je vais bien gagner, je vais finir par gagner 20 millions. Pour l'instant, tu les gagneras plus avec ton travail et tout. Exactement. Mais c'est marrant que tu dis ça. Ça se trouve, tu l'as gagné. C'est vrai. Et alors, tu as je mis pas regarder je me dis, je recevrai un mail, mais... T'es sûre? Non, je sais pas. Ah oui, je connais pas le fonctionnement, mais je suis pas sûre que tu reçois un email qui dit t'as gagné 20 millions. Et je suis même pas sûre que tu cliques dessus si tu reçois ces mails. Ah ouais, c'est vrai. Tu as pensé phishing, ça va aller chez ton IT. Je vais aller regarder juste. Oui, regarde le spam. Écoute, last question, dernière question. On demande à tous et toutes, à nos invités, une citation, une quote. Quelle serait la tienne, celle qui te guide et celle qui t'aide? Alors, je l'ai depuis très très longtemps.
depuis mes années où je suis partie, où j'ai tout plaqué pour partir à New York toute seule, c'est vis ta vie, pas celle des autres. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé d'ailleurs, mais c'est tellement important. En fait, on est dans un environnement où les gens ont toujours un avis sur tout. Et finalement, ça peut impacter ta propre vision des choses et tes propres pensées. Vis ta vie, pas celle des autres, ça veut dire, ok, tout le monde va te dire quelque chose, mais une fois que t'es chez toi, tu fermes et tu fais ce que tu veux. C'était quand que tu sois partie à New York? Attends, maintenant, du coup, j'ai envie de revenir. Ah, t'as envie de revenir sur mon parcours? J'avais 22 ans, école de commerce. J'ai tout fait en alternance, BTS, école de commerce les 2 premières années. Et il fallait faire un stage à l'étranger. J'ai fait d'abord 3 mois dans une université là-bas, parce que je parlais pas du tout anglais. Et j'avais bien conscience que si je parlais pas anglais, ça allait être très très dur. Donc je suis partie aux États-Unis pour parler anglais. 3 mois très très difficiles pour moi. Je ne comprenais rien, j'avais un accent, enfin c'était très compliqué. Et puis finalement, cette expérience dans l'université m'a donné envie de faire une expérience stage. Et j'ai été prise un peu en last minute d'ailleurs à la COFAS North America à New York. Donc je devais faire 6 mois, j'en ai fait 12. Généralement les Français quand ils arrivent à New York ils se mettent tous entre eux. Moi j'ai dit non, je me mets avec une roommate portoricaine, je vais danser la salsa avec les Dominicains, je vais au cinéma, je vais faire des cours d'espagnol. Et j'ai vécu une année très solitaire mais la plus belle année de ma vie en fait. Ce sentiment de liberté et de voir aussi que tout est possible. C'est les États-Unis. C'est ce qui a peut-être aussi un peu fait que finalement tu t'es lancée avec ta propre sans doute. Voilà. Ah ouais. Écoute Emma, merci beaucoup. Alors je vais te dire ta propre phrase. Vis ta vie, pas celle des autres. Et surtout continue. Et surtout je pense vraiment, il faut que tu parles plus. Il faut qu'on te voit plus. Il faut qu'on t'entende plus. Parce que tu as un vrai exemple de management, mais aussi de quelqu'un qui montre par ses activités, par ses actions, qu'on peut y arriver. Ah, merci beaucoup. Et si tu gagnes le loto, je pense on ira, ira boire un verre. On prendra le jet. Voilà. On fera voler celui-là. Bon, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et regardés. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode.